On s'intéresse en fait à une population qui est assez large, et on a fait exprès, la population que nous on appelle neurodiversité. Et dans cette population, IPIPIN met à la fois les personnes qui sont concernées par le haut potentiel intellectuel, les personnes avec autisme, notamment l'autisme Asperger, le TDA et TDAH, qu'a mentionné Thierry, les troubles 10, dyslexie, etc. L'hypersensibilité également, puisque déjà la plupart des profils que je viens de nommer juste avant sont hypersensibles, et les hypersensibles représentent 15 à 20% de la population en général. Donc on a choisi de s'adresser à cette population puisqu'on s'est rendu compte que les problématiques que ces personnes rencontrent arrivées dans le monde de l'emploi sont identiques quasiment, enfin à des détails près bien évidemment, parce qu'on est tous différents et chaque profil est différent, mais le socle, la base des problématiques, le plus grand nombre des problématiques qu'on rencontre arrivées dans l'emploi, elles sont les mêmes pour toutes ces personnes. Et donc, au lieu de cloisonner et de dire nous on s'adresse aux Asperger, nous on s'adresse aux HPI, on s'est dit en fait on va s'adresser à à différentes solutions qu'on peut proposer dans le monde de l'emploi pour ces personnes. Et ensuite, on travaille avec des experts qui sont spécialisés sur un ou plusieurs profils, notamment Anne qui va se présenter tout à l'heure. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation et surtout du recrutement, donc recrutement, intégration, accompagnement des personnes avec ces profils-là dans l'emploi, dans les entreprises. En quelques mots, quels sont les talents les plus importants pour les entreprises aujourd'hui chez les personnes que vous accompagnez? Je vais me permettre de m'approprier la question, et en fait je vais la tourner un petit peu différemment. Pour moi aujourd'hui, les entreprises disent qu'elles recherchent la créativité, l'innovation, et après des compétences très précises suivant les postes, les métiers, les entreprises, les milieux, les domaines, etc. Et à la fois, c'est pas un secret ce que je vais dire, je pense que tout le monde est ici, en tout cas, tout le monde en est conscient. À la fois, ces entreprises recherchent la créativité et l'innovation dans des profils qui sont dans la norme, des personnes qui sont dans la norme. Et dans les profils qui sont concernés par la neurodiversité, les taux de chômage sont hallucinants, alors que les réponses à l'innovation et à la créativité sont dans ce vivier-là, sont dans le vivier de la neurodiversité. Parce que, naturellement, c'est des personnes qui pensent différemment, qui voient les choses différemment, et c'est pas des super-héros, hein. On n'en fait pas des X-Men, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment juste une façon de voir la vie qui est différente. Et pour moi, rien que ça, c'est déjà un avantage énorme pour l'entreprise qui a besoin de s'adapter au monde. Et pour moi, si l'entreprise ne pouvait en tirer que ça, cette façon de voir différente, déjà ça serait énorme, parce que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail maintenant et dans quelques années, elles sont les jeunes d'aujourd'hui et de demain, ils sont tous déjà, ils remettent en cause la hiérarchie, ils sont complètement, ils ont envie de ne faire que ce qu'ils aiment. Donc si les entreprises aujourd'hui se forment avec les neuroatypiques, elles auront plus de facilité à intégrer ces jeunes-là demain, et aussi à les manager d'une façon efficace pour que ce soit, ça c'est très important pour nous, pour que ce soit à la fois efficace, productif pour l'entreprise, mais aussi le plus épanouissant possible pour la personne, parce que sans cette combinaison-là, rien n'est durable, rien n'est possible. Donc pour reboucler la boucle, en fait les talents spécifiques, il y en a plein. Il y a autant de talents que de personnes. J'aime pas généraliser et dire qu'une petite série de choses s'applique à une grande population. Mais en revanche, cette façon de voir différente et nouvelle, ça c'est un des avantages principaux. Merci. Alors Anne Monjamon, vous accompagnez régulièrement des atypiques au sein d'Andy Réseau. Quelle méthodologie proposez-vous pour l'accompagnement de ces profils? Déjà, bonjour à tous. Moi, effectivement, j'accompagne des profils, tout type de profils, qu'on va dire en situation de handicap, parce que aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Donc moi, je suis éthologue. En fait, à la base, ce qui m'a intéressée, c'est le comportement des gens. À se dire qu'on a tous un répertoire comportemental qui va être mis en place dans une certaine situation.
en fonction de qui on est, d'où on vient, ce qu'on comprend de la situation, comment on le vit, comment on le ressent, on va mettre en place un comportement. Et ça, c'est tout le monde. Quel que soit qui on est, c'est tout le monde. On a un répertoire comportemental qui va être adapté ou pas adapté. Et du coup, mon travail à moi, c'est d'aider les gens quand ils disent avoir un comportement inadapté, d'où inefficace, donc ça ne va pas marcher dans le quotidien. Moi, je vais travailler avec eux pour trouver l'adaptation qui va correspondre à ce qu'eux souhaitent mettre en place. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, je travaille beaucoup notamment avec des personnes dites autistes Asperger, parce que dans l'adaptation quotidienne, il y a des choses qui sont très complexes pour elles. Au niveau de la méthodologie que je mets en place, en fait, c'est beaucoup de compréhension comportementale. Parce qu'en fait, les gens, et je pense qu'on n'est pas suffisamment outillés aujourd'hui pour comprendre comment nous fonctionnons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de norme qui est mise en place où on doit tous rentrer dans un moule, hein, qui qu'on soit, on doit rentrer dans le moule professionnel, on doit rentrer dans un moule familial. Et en fait, derrière, jamais on se pose la question, mais déjà à la base, moi je suis qui ? Et pourquoi je fonctionne comme ça ? Et pourquoi dans telle et telle situation je me sens pas bien, ou je me sens mieux, voilà. Quand on commence à se comprendre, quand on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau et quel message il vous envoie, à ce moment-là, on en arrive à pouvoir communiquer avec l'autre. Et communiquer avec l'autre, c'est réussir à adapter ensemble une situation. Cet accompagnement dure sur combien de temps ? Alors, moi, je ne sais pas fonctionner dans le type. Je ne sais pas avoir 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de 2 séances. Et en 2 séances, ils auront débloqué le truc qui bloquait. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, parce que ça dépend où on en est aussi. Donc, j'ai pas de formule type. Je ne pourrais pas vraiment répondre. Le maximum, mais ça c'est mon métier qui l'impose, puisqu'il ne doit pas y avoir de captivité. Mon métier, c'est de donner des méthodologies que les gens doivent appliquer. Donc, au maximum, c'est 1 an. Alors, je vais me tourner vers Fabrice, qui lui aussi est coach pour Surdoué depuis pas mal d'années. Je ne sais même pas d'ailleurs quand tu as commencé. Tu en as accompagné plusieurs centaines. Également professeur à Kedge Business School. J'ai envie de rebondir sur la question précédente. Comment ça se passe cet accompagnement? C'est nécessaire pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Et parallèlement, je rebondis sur un point mentionné par Thierry précédemment, faut-il également à côté accompagner un petit peu les normaux pensants? Oui. Si tu veux, le problème, c'est souvent le contexte plus que les personnes. En fait, on est dans ces systémiques complexes. Alors moi, je fais de l'accompagnement depuis 30 ans. J'ai créé la première organisation de coaching en France, et plus spécifiquement atypique de manière visible depuis 10 ans, un peu partout en France ou à l'étranger. Sur tes questions, c'est sur l'accompagnement des personnes. Ça dépend un peu de la typologie des atypiques. Enfin, je parle atypique pour être générique parce que les termes sont les autres sont plus indigestes. Selon qu'ils sont testés, pas testés. Également dans quel écart type ils sont, c'est un vrai sujet. C'est pas le même univers, on n'est pas sur la même planète. Selon qu'on est entre 130, 145, 145, 160. Moi, j'accompagne des gens qui ont au-dessus de 160. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de test qui les évalue avec toute la relativité, la grossièreté des chiffres et des tests. Ça, c'est un autre sujet. Donc la question de l'accompagnement, c'est l'adaptation à la personne et son écosystème. J'ai peut-être 1500 atypiques au quotidien qui peuvent m'appeler dans tous mes réseaux. J'anime des groupes, je fais des conférences dans une dizaine de pays cette année. Et ça me permet de voir des univers différents. Donc la question de l'adaptation, là-dedans, c'est pas une pathologie, c'est la société qui est malade. Alors à la fois la société est sociopolitique, mais en même temps les organisations dans lesquelles je me promène depuis 30 ans. Donc alors j'accompagne des comités de direction, des réorgs, des transformations, des machins complexes et des trucs où il y a le bazar, où il y a le feu. Donc là-dedans, il y a plein de surdoués. En général, c'est soit ceux qui restent en vie, ou ceux qui sont en burn-out, ou ceux qui passent sous le radar. Enfin, ça laisse quelques traces. Donc la question de l'accompagnement, vaut mieux comprendre les systèmes complexes. Donc là, il y a moins de monde, et d'intervenir là-dedans. Les systèmes, c'est à la fois les systèmes socio-organisationnels et les gens là-dedans.
Alors je te réponds peut-être un peu bizarrement, mais J'aime pas les réponses toutes faites. Est-ce qu'on peut dresser, non pas un portrait type, mais est-ce qu'on peut donner un éventail de compétences qu'ont généralement ces profils atypiques et qui intéressent directement les entreprises? On a parlé tout à l'heure de créativité, d'innovation, de complexité. Est-ce qu'il y a des grands traits comme ça, de toute façon à illustrer pour les gens qui sont dans la salle, ce pourquoi ils voudraient recruter, ils pourraient avoir intérêt à recruter un profil atypique? Ouais, tu as plusieurs questions dans ta question. Thierry a donné un certain nombre déjà de compétences, c'est pas un reproche. Oui, il y a des compétences spécifiques, c'est-à-dire plus on monte dans les écarts types, plus 145 c'est un pour 1000 hein, en termes d'homologues, plus on est dans des univers atypiques en termes de compétences. Et c'est Howard Gardner qui disait l'intelligence c'est ce à quoi un système accorde de l'importance. J'ai travaillé 10 ans en Guyane, je connaissais un gars, il rentrait dans la forêt en profonde et il rentrait à côté du même arbre. À Paris, ça ne sert pas à grand chose. Donc tout ça est très relatif. Sur la compétence, elle va être liée au contexte. Si on revient sur les quelques invariants qu'on pourrait trouver indépendamment des atypicités ou des spécificités, ça pourrait être la capacité à travailler vite, à travailler dans des boîtes noires, à travailler dans la complexité, à s'amuser quand c'est le chaos partout. Moi, j'accompagne des gestions de crise, moi, ça me repose. Les autres, ils appellent ça des crises, tu vois. Bon, je sais faire aussi. Hein. Mais et que plus c'est le bazar, alors dans des gestions de crise, j'ai des atypiques qui me disent, enfin, c'est le bordel, on va s'amuser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir du cadre et faire de la créativité, parce qu'il n'y a plus le temps de faire, il n'y a plus le temps de faire tous les trucs tout bien rangés, et puis il va falloir faire très vite, puis il n'y a pas de plan B. Ce qui fait que dans les organisations, il y a beaucoup de gens qui restent en vie sur les projets transverses, les projets complexes, les trucs matriciels, les trucs qui les rendent fous, les dirigeants, c'est des surdoués. Moi, j'accompagne des groupes en ce moment, dans les CODIR, j'ai 60% de surdoués. En gros, un tiers qui le savait, 2 tiers qui ne le savaient pas, et je leur explique comment ça marche. Ce qui veut dire aussi que pour intéresser des surdoués dans une entreprise, on a intérêt à plutôt les surcharger de problèmes, plutôt qu'à les laisser vivre une vie tranquille. Le paradoxe... Expérience personnelle. Ouais, tu connais le sujet, mais plus il y en a, plus c'est simple. J'ai une personne, une fois, me disait, tu sais, pour faire décoller un avion, il faut quand même un minimum de poussée, sinon on s'emmerde. Tu vois, c'est faire rouler un avion de chasse sur une autoroute, et à un moment donné, il va se passer des trucs, puis ça se voit. Alors ça paraît très prétentieux, ce qui dérange aussi les surdoués qui se trouvent très souvent très prétentieux à considérer leurs compétences dans des univers limités, voire bêtes, parce que quand même, c'est pas ce qui manque. J'oublie ta question. Je disais qu'on a intérêt à les surcharger de problématiques un peu plus... Alors, on a intérêt à leur laisser quelques espaces de liberté et les laisser jouer comme ils veulent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits et formidables. Hein. Il y a aussi des gens bêtes et dangereux chez les surdoués. Comme on a entendu ce matin, il y a une confusion entre le QI et l'intelligence. Hein, et voir la conscience, et ce n'est pas du tout la même chose. Je suis aussi vice-président de Mensa Grand Aquitaine, et on voit des typologies de population où il n'y a pas forcément une complétude en termes d'intelligence ou de QI. Quant à l'adaptation, oui, pour les entreprises, en fait, à Kedge, donc c'est la fusion de l'école de management de Bordeaux et Marseille, où je travaille aussi depuis, je sais pas, 12-15 ans. On a fait une étude, une enquête il y a 2 ans avec quelqu'un qui était sur le master de formation continue, et on est allé voir des RH et des entreprises sur la question de la douance, parlant de la typicité, et comment ils voyaient ça. Donc on a rencontré beaucoup de personnes, dirigeants RH, qui étaient surdoués, et comme elles l'étaient, elles ne voulaient pas traiter le sujet, ce qui était purement injuste, ça m'énervait grandement. Donc je les embêtais un peu, mais en même temps, beaucoup de gens concernés dans les organisations sont tellement flippés sur leur sujet, voire sur leur situation professionnelle qui sont compliquées, qu'ils ne veulent pas rajouter un fond au fond dans lequel ils se trouvent déjà. Donc quand on parle d'entreprise ou d'emploi et d'employabilité, on parle de gens.
Moi, je développe chez les formations, des conférences dans les entreprises, je fais de l'évangélisation, de la contamination. J'ai fait une intervention il n'y a pas longtemps au MEDEF à Paris sur le sujet. Il y a des gens de bonne volonté, mais c'est toujours des gens, c'est pas des organisations. Et plus on tape haut, plus on a des patrons, et mieux c'est, on gagne du temps. Lydia, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, pour répondre à ta question sur les compétences et talents qu'on retrouve souvent chez les profils au potentiel ou Asperger ou enfin neuroatypiques, j'ai envie de donner deux exemples. Donc on est en train d'accompagner quelqu'un qui a récemment été diagnostiqué Asperger à 50 ans. Donc en reconversion et en mobilité interne. Et en fait, sa nouvelle équipe, elle partage quelque chose qui du coup est extrêmement caractéristique. Ils disent, mais en fait, lui, il peut rester... En fait, parfois, on est obligé de lui dire d'aller dormir. Il fait beaucoup de télétravail, donc il est chez lui. Donc son équipe lui dit, mais va dormir, arrête de travailler. Et en fait, la personne a besoin de résoudre le casse-tête qu'on lui présente, parce qu'en plus il est nouveau dans ce nouveau métier, un métier qui est nouveau pour lui, parce qu'il vient de se former. Et ça, c'est extrêmement caractéristique, c'est-à-dire que quand il y a un défi intellectuel, la personne va, pour elle, c'est pas pour l'entreprise, mais pour elle-même, elle va chercher à creuser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle comprenne la chose. Et ça, je pense que pour les entreprises, c'est extrêmement précieux, parce que il y a beaucoup de gens qui abandonnent quand ils voient que c'est peut-être un petit peu trop compliqué ou trop complexe, ou ça prend trop de temps, on va passer à autre chose, on va brasser les choses en surface. Alors les profils neuroatypiques vont vraiment au fond, ils ont besoin de le faire pour eux, c'est parce que ça devient un défi intellectuel et voilà, surchargé de problèmes, peut-être pas, ça dépend des gens. Il y en a qui adorent avoir plein de projets en même temps, il y en a qui ont besoin d'en avoir un seul et bien le finir, ça dépendra de chacun. Mais il y a cette caractéristique-là. Et la deuxième, c'est aussi, ça rejoint la première, mais c'est le fait de devoir, pour bien adresser une problématique, pour bien gérer et traiter un sujet, ils ont besoin de comprendre la globalité de la chose. Donc, on a fait embaucher dans une toute petite entreprise une personne neuroatypique et elle a un poste d'assistante de direction, mais du coup elle fait beaucoup plus de choses tout naturellement parce que elle a cherché, mais elle avait besoin et elle se rend pas compte à quel point c'est génial sa démarche, c'est moi qui le dis. Elle a eu besoin de comprendre le métier de l'entreprise pour bien faire son boulot qui à la base était un travail d'assistante. Et c'est extraordinaire. Du coup, elle apporte une aide qui est vraiment inestimable à la dirigeante qu'elle accompagne. Enfin, et il y aura beaucoup cette caractéristique-là de devoir comprendre l'ensemble, mais du coup, la personne va pouvoir pointer du doigt des problématiques que plus personne ne regarde parce qu'on prend ça un peu pour de l'acquis. Alors que probablement, si jamais il y a un problème ou une crise, en fait, peut-être le problème, il est vraiment là, mais plus personne ne le regarde parce que c'est considéré comme quelque chose de normal. Et les neuroatypiques, ils vont trouver le problème, ils vont pointer direct dessus, et pour résoudre des problématiques en entreprise, c'est inestimable. On peut peut-être rajouter aussi d'ailleurs que cette compréhension de la globalité, elle est, comme disait tout à l'heure Thierry, intuitive, et que comme elle est souvent assez complexe, et elle est parfois un peu difficile à faire comprendre, ou dans nos pensants, ce qui pose là quelques soucis de communication et d'intégration. Oui, peut-être ajouter, au moins dans les organisations, quelles qu'elles soient, alors ça va aussi dans les familles, c'est qu'indépendamment des compétences intrinsèques, c'est toujours aussi la digestibilité de l'atypique qui se voit même quand il ferme les yeux. Déjà, quand il dit rien, ça fait pas le même bruit, c'est comme les voitures. Voiture de course, une Clio, ça fait pas le même bruit. Un atypique, il dit rien, déjà, il peut déranger. Après, il cause, ça empire. Puis si c'est une femme, ça rajoute des problèmes. Parce qu'il y a une typicité de femmes atypiques. Sur le nombre de personnes qui disent j'ai rien compris, les gens ils bougent bizarrement. Alors, les amis, la famille aussi, ils n'ont pas encore commencé à parler. Donc je leur explique pourquoi ça bouge, ça vibre pas pareil. Vu de l'intérieur c'est pareil, mais vu de l'extérieur il y a un peu trop pris sur la marchandise. Donc l'atypique, moi j'en ai à longueur de journée, de semaine, j'ai plein d'amis dans le réseau. J'en avais un encore il n'y a pas longtemps, il était dans l'environnement, j'ai dit t'as de la chance, tu passes sous le radar, t'as un peu d'autonomie. Il me dit, mais il faut que je fasse gaffe, parce que si j'en fais un peu trop,
je vais commencer à faire peur aux étages. De la manière dont je parle, moi je sais que j'ai un certain nombre de problèmes, mais je m'en fiche un peu, mais je sais que j'en ai sur... Quand je vais parler, j'ai des champs sémantiques qui sont un peu particuliers, où ça va mettre des personnes en échec ou de l'idée qu'elles se font, en fonction de la toute-puissance, du pouvoir, des rapports de force. La bêtise, c'est dangereux quand même, c'est contagieux en plus ce truc-là. Donc, et c'est pas toujours très bien vécu, donc il y a un énorme problème de courage managérial dans la culture très franco-française, qui est aussi un souci. Donc un truc qui bouge, qui n'a pas la même couleur et qui fait peur aux autres parce que ça va plus vite. Ce sont aussi des lanceurs d'alerte, mais c'est eux qui prennent... C'est Cassandre, et ils se font jeter. Moi j'en vois plein, et ils arrivent, ils disent les vrais trucs tout de suite. C'est-à-dire qu'on évite les réunions, on évite tout ce qui ne sert à rien, y compris des gens, hein, des fois qui ne servent à rien. Et c'est dangereux, donc il vaut mieux être chef globalement. Quitte à faire n'importe quoi, autant être chef, on gagne du temps. Ce qui peut demander un petit peu de temps dans certains groupes industriels. Bah oui. ou alors on part. Et en tout cas, si on se met du côté des atypiques, ce qu'ils ne voient pas bien, alors je fais des conférences et des formations là-dessus, c'est comment fonctionne le monde normal. Alors hier, j'ai été avec Carlos Tinoco, qui vient de sortir un bouquin magnifique, assez dense, d'anthropophilosophie, qui s'appelle Les surdoués et les autres, penser l'écart. C'est juste remarquable, donc j'espère le faire intervenir sur une prochaine conférence sur l'intelligence D à Bordeaux, parce que ma maison habite à Bordeaux, des fois on se croise. Mais c'est une vraie contribution sur comment fonctionnent les neurotypiques. Alors il est aussi psychanalyste, donc avec une approche anthropo-psychanalytique et avec des concepts philosophiques. Et comment la gestion de l'angoisse dans le monde normal, qui est prêt à faire des choses quand même étranges quand on est atypique, et que les atypiques doivent se construire une identité sociale dans des environnements. Enfin, je fais des formations aussi dans toutes mes casquettes. J'ai aussi une casquette de thérapeute sur toutes les constructions identitaires, les constructions narratives et la manière dont on va se construire une identité dans ce monde atypique. Elles sont souvent fragiles quand on a peu d'homologues. Alors justement, je pose la question à Anne, est-ce qu'il faut justement envisager un accompagnement des normaux-pensants? C'est finalement, en mettant en exergue toutes nos facultés un peu bizarres, de pensée un peu bizarres, on affronte rapidement le fait que finalement les normaux-pensants sont aussi un peu bizarres. Après, dans l'absolu, j'ai du mal à parler toujours des différences. Normaux-pensants, neuroatypiques, enfin... Voilà, dans l'absolu, je me dis, en entreprise, il va y avoir des gens qui vont avoir envie de se renseigner, de connaître les autres, d'être plus ouverts, parce qu'ils vont être de nature comme ça, puis il y a des gens qui sont moins ouverts, et c'est comme ça. Je ne sais pas si derrière cette différence-là doit se nommer, et comment est-ce qu'on la gère. Je pense que l'accompagnement, dans l'absolu, est intéressant quand on est dans une recherche, dans une quête, dans une évolution, et que, ben voilà, on rencontre des difficultés à un instant T. C'est toujours intéressant de se dire, comment est-ce que je dépasse ça ? Et ça, c'est pas neurotypique, neuroatypique ou peu importe, c'est des gens, des humains, on travaille ensemble, c'est pas une situation naturelle, on n'a jamais été fait pour ça, on n'a jamais été fait pour être assis pendant 10 heures par jour devant un PC, du coup on doit s'adapter à des situations, et qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait, et comment est-ce qu'on fait aussi pour se correspondre, parce qu'on reste aussi des êtres humains qui cherchons une cohérence, notamment, c'est d'autant plus vrai dans la neuroatypie, la cohérence, la justesse, la justice. Donc, quand on est dans une organisation qui est là, par exemple, qui existe depuis très longtemps et puis qui a un temps d'évolution lent, comment je fais, moi, pour pouvoir me gérer là-dedans, pour pouvoir trouver ma position, ma place? Comment est-ce que je fais aussi peut-être évoluer les choses? Parce qu'il y a un fort besoin aussi de faire évoluer les choses. Et ça, c'est pas des gens forcément qui sont vantards ou non, c'est pas forcément ça, c'est juste en se disant je vois le problème et il y a une solution simple et ça peut être très difficile d'accepter aussi que quelque chose de tout simple ne soit pas mis en place. Donc, juste pour répondre à la question, est-ce qu'il faut accompagner à chaque fois s'il y a une difficulté importante? Moi je pense qu'un accompagnement c'est toujours intéressant, quelle que soit la méthodologie choisie, parce que ça les gens, on est tous plus ou moins ouverts et tous plus ou moins enclin à aimer certaines méthodologies et pas d'autres, et ça c'est voilà, c'est normal. Mais c'est pas un normaux-pensant
Voilà, c'est tout le monde. Je pense que c'est intéressant, même quand on est manager, de réfléchir sur son management, quand on est RH, de réfléchir à la structure. Comment est-ce que demain on va faire évoluer son entreprise aussi. L'idée, c'est quand même de se dire, il n'y a rien qui ne bouge pas. Donc, nous, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Je me permets, ça va être très rapide, Joël, je suis désolée. Le thème qui pleure. Je pense que c'est très important quand on veut promouvoir l'idée que les neuroatypiques sont des atouts pour l'entreprise. C'est très important, comme disait Anne, et je te remercie, d'arrêter de cloisonner normopensants, neuroatypiques, parce qu'on n'avancera pas comme ça. On comprend la distinction qui est faite aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a le syndrome d'Asperger, par exemple, il y a un diagnostic, voilà, par opposition à quelqu'un qui n'a pas le diagnostic, ben, on va faire cette distinction en termes enfin, verbalement. Mais on ne peut pas faire progresser les choses, on ne peut pas vouloir déstigmatiser les neuroatypiques si on stigmatise de l'autre côté les normopensants, c'est pas possible. Tout comme on ne peut pas déstigmatiser l'autisme si on stigmatise le handicap de l'autre côté ou le HPI, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. C'est très important, je rejoins complètement ce qu'a dit Anne à l'instant. Il y a des humains et il y a de l'atypique en chacun de nous enfin, pour Epipine, en fait, c'est la chose la plus importante qui puisse exister, puisque au bout d'un moment, si on dit allez-y, intégrez les autistes, les handicapés, les machins, les trucs, ben en fait, ceux qui ne sont pas aujourd'hui reconnus par une étiquette, ils se sentent un peu mis de côté et ils se disent mais pourquoi c'est toujours à nous de faire plaisir aux autres? On ne pourra jamais avancer comme ça. Dans les entreprises aujourd'hui ou dans tout organisme susceptible d'embaucher, il faut valoriser l'atypique en chacun et à partir de ce moment-là, l'ouverture se fait beaucoup plus naturellement en fait. L'ouverture chez je sais pas moi, un manager ou un DRH ou n'importe quel poste, à partir du moment où lui il se sent reconnu pour son côté unique, il va beaucoup plus naturellement intégrer quelqu'un qui a peut-être ce côté unique qui est plus à fleur de peau, qui est plus, voilà, plus flagrant. Donc voilà, c'était vraiment... C'est un point qui est super important parce que si on veut décloisonner, il faut y aller à fond, quoi. Merci. Alors en conclusion de ce rapide échange, on sait que dans la Silicon Valley, par exemple, 50% des startups ont été créées par des gens qui étaient atypiques. Comment doit-on faire en France pour qu'on ne se fasse pas piquer ses compétences? Je vous pose la question à tous les trois, et puis peut-être la salle pourra aussi rebondir là-dessus. Ne pas piquer, pour que la Silicon Valley ne pique pas à la France ses compétences. Que la Silicon Valley ne vienne pas nous piquer nos atypiques, ou les Chinois, effectivement, c'est une bonne remarque. Je pense que la réponse a été donnée, après je passerai la parole aux autres, la réponse a été donnée un peu tout au long de ce qu'on a dit, c'est-à-dire leur reconnaître et leur permettre de s'exprimer et d'exprimer qui ils sont. Et je vais prendre un très rapide exemple que j'aime donner assez souvent. Dans une réunion à la maison des personnes handicapées du 92, on a pu voir comment sont suivis les jeunes en situation de handicap. Donc je parle de handicap, mais l'autisme Asperger, par exemple, rentre dans cette case-là. L'hypersensibilité peut aussi rentrer, enfin, donc, bon, handicap ou en tout cas différence ou diversité au sens large. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. À partir du moment où on sort de la norme, en fait, c'est juste cristallisé sur une fiche de suivi d'un jeune en situation de handicap. On lui demande son nom, son adresse, etc. Donc les trucs classiques. Et quelles sont ses difficultés. Et à aucun moment on lui demande quels sont ses talents, ses aspirations. Je cherche le mot, pardon. Le fossé, voilà, commence à être créé dès l'enfance. Et pour ne pas se faire piquer ses compétences, il faut arrêter de créer ce fossé dès l'enfance et voir la personne pour qui il est et pas juste comme un problème ambulant. Je pense qu'effectivement, dans tout ce qui se développe en matière de start-up, on l'a entendu au démarrage, il y a une vraie rupture aux États-Unis aujourd'hui. Ils évaluent à 2020 le manque de cerveau à 1,5 million sur cybersécurité, digitalisation, fragmentation des organisations.
C'est-à-dire qu'il va plus manquer de cerveau qu'il va manquer de technologie. Donc on va avoir ça en France, et Cédric Villani a été alerté là-dessus. Donc il y a à la fois le reconnaître, mais il y a les établissements scolaires. Moi je le fais un peu en back-office à Ketch, mais malheureusement je rêve que ce soit une tête de gondole pour traiter rapidement les processus pédagogiques ne sont pas du tout les mêmes, mais il faudrait des dispositifs adaptés, normal, que le système devienne normal pour les jeunes. Beaucoup vont très très vite, donc s'ils sont opératoires, ils se barrent. Je suis allé plusieurs fois à Hong Kong, je vais à Singapour, à Phnom Penh cet été. Il y en a plein, donc ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il faut rajouter à atypique les générations Z. Et vu de loin, une génération Z, ça fonctionne comme un atypique. En plus, c'est atypique, c'est Z au cube. Donc ils se barrent, ils apprennent des langues et ils vont monter des start-up ailleurs où on les accueille beaucoup plus efficacement. Et je vais accompagner un codir à Phnom Penh, ce ne sont que des atypiques, des Français, mais ils se sont barrés. Donc ça part à la fois des compétences, ça part du cursus professionnel, si ce que fait Nicolas Sadirac au 42 pouvait être développé dans d'autres contextes, ça serait magnifique. Donc il faut à la fois les faire éclore, les accompagner en termes de pépinière, et là on est dans un champ politique et économique, et c'est pragmatique, un atypique normal. Hein. Ah oui, il y a un autre truc, c'est qu'il peut y avoir une confusion à ce qu'est la douance et puis tout ce qu'il y a tout autour dans les satellites qui ne relèvent pas forcément de la douance, mais il y en a beaucoup qui se barrent. Et je comprends, alors là je fais la même chose. Enfin, je fais déjà la même chose, mais je reste en France quand même. Mais c'est difficile, il y a un vrai enjeu à les garder, mais ce sont des logiques territoriales, de collectivités locales, de politique, d'outils et d'appui. C'est pas simple de gérer une boîte. Moi je dirige mon cabinet, il faut être capable de tout faire, et les atypiques, je dis souvent, c'est un peu comme les mentales, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Donc moi je travaille avec les trous, mais il y en a qui confondent les mentales avec le gruyère. Mais les atypiques, ils savent qu'il y a des trous. Il n'y a pas que du fromage. Donc il faut aussi être extrêmement respectueux de l'intelligence, parce qu'ils vont déjà scanner tout ce qui est en face, et ils vont voir si la personne qui est en face est juste, pertinente, intelligente, ou il la shoot, ou il se barre, ou il se passe quelque chose, mais c'est pas anodin. Merci Fabrice. Donc on est tous bien d'accord pour dire que l'enjeu fondamental pour les entreprises de demain, c'est bien la recherche des compétences, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Aussi bien ce dont elles ont besoin, c'est ça, ce qu'elles requièrent, c'est-à-dire ce qu'elles disent dont elles ont besoin et dont elles font l'économie, parce que le système est tellement sclérosé, il n'y a pas quelqu'un, sauf s'il y a un patron éclairé et courageux, ce qui fait quand même beaucoup dans un contexte où c'est compliqué, aller gérer la rupture ou la disrupture et avoir le pouvoir de prendre contre lui les niveaux de résistance puissants, les contre-pouvoirs, dans des environnements économiques complexes. Avez-vous des questions par rapport à cela? Malheureusement, beaucoup d'évangélisation à faire. C'est le deuxième événement qu'on organise tous ensemble. Non, ça ne suit pas. Il faut aller sur le terrain. Moi, j'ai un article dans la revue personnelle d'ANDRH il y a déjà 2 ou 3 ans. Ouais, on est d'accord. En plus, les DRH sont quand même malmenés depuis 10 ans, et ils se font dégager, hein, toutes les fonctions support. Donc pour moi, il y a plus un enjeu sur les postes opérationnels et sur les postes de dirigeants, si un patron décide, ça suit. Et décliner ça de manière normale sur les groupes, sur les politiques talent management ou au potentiel, faire de l'expérimentation et ramener ça dans le monde normal. Il y a des enjeux de haut potentiel, beaucoup de programmes de haut potentiel sont traités de manière industrielle pour produire des clones. Donc ils sont au potentiel de manière normale, mais pas forcément. Et puis des fois c'est bien, hein. Alors c'est vrai que je peux être un peu cash et radical, mais des fois c'est bien. Et en même temps, il y a des enjeux qui vont foutre des boîtes en l'air, qui vont se casser la gueule, parce qu'elles se mangent le mur. Et en gros, tout le monde le sait. Les atypiques, s'ils le disent très tôt, ils se font décaniller. Mais comme c'est tout le monde en même temps, ils vont se manger le mur.
Donc s'il n'y a pas un patron qui prend la décision, en étant un peu abrupt, à bouger le système, ce qui, vu de chez moi, mes expériences, c'est pas très compliqué, mais j'accompagne des transformations. Il y a des modèles transformationnels où on peut bouger l'ensemble des organisations, faire bouger les fonctions transverses et faire en sorte que ça soit respectueux. Pas totalement cool, mais respectueux. Sans perdre le focus sur les résultats et les objectifs, parce que c'est l'indicateur de stabilité. Sinon, on va être super gentil, très bisounours, très convivial, pas de décision, et ça sera trop tard, et tout le monde sera mort. Et il y a beaucoup de boîtes qui se montent comme ça, y compris des startups. Moi, je vais donner une réponse qui, à mon sens, est très complémentaire à ce que dit Fabrice, parce qu'effectivement, il faut d'une part une approche très très pragmatique qui vraiment garde l'horizon des objectifs de l'entreprise aussi, puisque c'est un DRH, il a aussi des objectifs à suivre, en fait. C'est une entreprise, c'est normal. Mais dans mon expérience, et parce que c'est mon ADN, en fait, à chaque fois, et c'est arrivé, allez, je pense 9 fois sur 10, à chaque fois que j'ai parlé à des RH ou autres dirigeants ou directeurs dans une entreprise, c'est parler à la personne qu'il est, à l'individu, à l'humain qu'on a en face. Là, les choses n'arrivent probablement pas tout de suite derrière. Donc parfois, j'ai eu des rappels 2 ans après, mais la personne a ressenti quelque chose. Elle a été au contact d'un truc qu'elle a vécu, qui l'a touché, qui lui parle. Elle reconnaît en elle-même ce dont moi je lui parle. Et à partir du moment où la personne a contacté ça, c'est gagné, c'est pas gagné dans les médias, on va pas tout de suite avoir 40 recrutements dans l'entreprise, mais la personne est sensibilisée, elle a les yeux et les oreilles beaucoup plus ouverts à son environnement, et elle va reconnaître quelqu'un qui est bizarre, mais elle va se dire, peut-être que c'est ce dont elle m'avait parlé il y a quelque temps. Et en fait, c'est cette dimension de l'humain qui, pour moi, est juste indissociable du reste. On ne peut pas fonctionner que sur du pragmatique. C'est un domaine dans lequel l'humain, il est partout. Mais l'humain, c'est pas utopique ou conceptuel. Bon, là, c'est extrêmement concret. C'est rappeler à chacun que d'abord, tu es une personne, tu es unique, tu es comme ci, tu es comme ça. Mets-toi en contact de ce que tu vis au quotidien de toi, et tu seras beaucoup plus ouvert de ce que vivent au quotidien les autres. Et si ça, c'est combiné à l'approche très tournée objectif, je pense que voilà. Donc il faut sensibiliser et être patient. La deuxième question, je pense qu'il y a une petite séquence qui est prévue plus tard pour qu'on y réponde. Donc je vais laisser celle-là de côté pour l'instant. La première, alors à la fois je suis très à cheval sur les mots, à la fois il y a des termes qui pour moi enfin j'essaie de les appréhender d'une manière plus intuitive, donc j'ai pas regardé le DICO pour savoir talent et compétences ce que ça veut dire, mais dans les conversations qu'on a aujourd'hui avec les entreprises, un talent c'est quelque chose qu'on a, c'est un savoir-être, j'ai un talent de communication intrapersonnelle, par exemple, donc je vais très vite comprendre comment communiquer avec mon interlocuteur. Ça peut être un talent, c'est pas quelque chose, je pense que ça peut se développer au cours d'une vie, mais c'est plus des trucs qui sont naturels pour la personne. Et bien sûr que même les choses naturelles pour la personne, elles peuvent être dormantes pendant un temps et puis être développées par ailleurs. Mais c'est pas quelque chose qu'on apprend avec de la théorie à l'école, quoi. Alors qu'une compétence, ça peut être ça peut être quelque chose d'acquis. Et ça peut être aussi quelque chose de développé dans une situation donnée et parfaitement adapté à cette situation-là qui n'aurait peut-être pas de sens dans une autre situation. Mais c'est plus... Alors, à mon sens, c'est quelque chose de acquis et de développé pour là maintenant. Mais c'est pas forcément un fil conducteur au cours d'une vie. D'ailleurs, on peut avoir le talent de développer des compétences. Peut-être pour rajouter un tout petit peu à ce qu'il a dit, je dirais qu'un talent et une compétence, ça peut être très proche. La compétence va être professionnelle. Elle va être dans un domaine, ça va être plus restreinte en réalité qu'un talent, qui va pouvoir s'exprimer de façon plus large dans plein d'autres contextes. Après, pour répondre juste sur la question en fait, des DRH, il y a une chose, en fait, je pense qu'on n'a pas trop dit. La plupart du temps, en fait, les DRH ont peur des problèmes. On le voit beaucoup, hein. Après, c'est pas, voilà, il n'y a pas de jugement là-dedans, je comprends. Hein. Quand on a beaucoup de salariés, on n'a pas envie d'avoir un souci.
et on peut voir le neuroatypisme à travers le prisme d'un problème à gérer. L'avantage, en fait, c'est, je pense que dans la formation qu'on peut faire, parce que les DRH sont en général assez friands d'informations, on peut leur amener aussi, en fait, les bénéfices et tout ce qui a été fait par des neuroatypiques et des neurotypiques qui ont eu conscience d'eux, sur comment est-ce qu'on a fait avancer les grandes sociétés, les grandes entreprises. Certains enjeux stratégiques ont été portés par des personnes neuroatypiques et ont permis, en fait, de redévelopper complètement les sociétés. Donc voilà, juste pour répondre par rapport, parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure, juste vous dire, je pense qu'une grande partie, pour moi, c'est la formation, c'est leur expliquer, leur montrer des choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de peur, tout simplement, de comment est-ce que nous, on va réussir à, en fait, à mettre des carrés dans des ronds, parce qu'il y a beaucoup cette question-là en termes de handicap. Une dernière question avant de prendre une pause. Peut-être Joël. Sur talent et compétences, alors selon les organisations entre talent, potentiel, il y a souvent de la confusion. Ce qu'on peut peut-être dire, et je rejoins les deux collègues, c'est que sur la compétence, ça peut être transposable, ça peut être modélisable. Le talent, ça fait partie de l'ADN. Il y a des gens, ils savent faire des trucs, c'est pas transposable. Moi, je fais des trucs bizarres, c'est pas transposable. J'ai un cockpit de Mirage dans la tête et c'est pas transposable. Alors, c'est des problèmes. Mon métier, c'est aussi de faire de la formation, des transferts de savoir ou autre. Il y a des choses que je sais modéliser, d'autres, enfin, tout ce qui pourrait être peut-être de type cerveau gauche est transposable, tout ce qui est logico-mathématique, packageable, sécurisable. Toutes les bizarreries, les étrangetés, la boîte noire, c'est pas transposable. Peut-être une chose sur les compétences atypiques. Les atypiques, ils peuvent être experts en 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Ce qui fait qu'ils peuvent considérer qu'ils peuvent être bons partout, qu'ils peuvent tout faire, et c'est qu'il y a un truc qu'ils ne savent pas faire, en 2 semaines, ça va être plié. Ça peut, s'ils le disent comme ça, surtout, ça va leur créer des problèmes. Il ne faut pas le dire. Mais ils savent bien que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est les autres, ce n'est pas les savoirs. Surtout s'il y a qui bosse dessus depuis 6 mois et que la personne arrive et en 15 jours, c'est fini. Ah bah oui, c'est plié. Donc ça, c'est aussi un problème, c'est de dire, ben voilà, foutez 6 mois, mais en 1 mois, je l'aurais fait, maintenant on fait quoi, de sérieux? Ah non, mais ça, faut pas le dire non plus. On sourit, mais ça correspond malheureusement à nos aventures personnelles. Mais c'est ça, il faut plier les ailes, il faut faire... et puis à un moment donné, on suffoque. S'il y a un truc qui me venait, si je peux te piquer du temps... Ouais, c'est pénible. Le problème dans les organisations, c'est un tel niveau de déni sur la complexité, les enjeux, alors qu'il y a les ressources, alors qu'il faut aller vite, alors qu'on met un système normal de transformation, on gagne juste 30% sur les résultats et 30% sur des trucs qui servent à rien. Qu'est-ce qu'on voit arriver qui est symptôme en partie inconscient des organisations? C'est qu'on voit l'intelligence collective, les travaux de Geertz, l'entreprise libérée, un monde merveilleux. Il y a 20 ans, c'était bien le monde merveilleux, il n'y a plus le temps. Sinon, le concept, il est sympa, tout le monde il est content, il se fait des bisous, et ça va le faire. Il y a des boîtes qui tournent bien, si vous voulez, dans des PME. Il y a des PME qui ont développé ça. Il y a la Caisse de Sécurité Sociale en Belgique, je crois, ils sont 1 millier. Mais c'est juste des exceptions. Moi, je vois des boîtes en transformation où il va falloir fracasser les gens parce qu'on est sur des transformations de niveau 2, de niveau 3. C'est-à-dire que tout va bouger. Et on leur fait une conférence sur l'intelligence, l'entreprise